Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va refaire le monde du NoSQL et du SQL. Je suis content que vous soyez là, parce que c'est quand même un moment important dans l'histoire de l'informatique. Alors c'est forcément les révolutions les plus impactantes, sont celles qui passent les plus inaperçues. Et en fait, je vais commencer par me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais du PHP, du PostgreSQL depuis le XXe siècle maintenant. Ça commence à faire quelques années. Ça veut dire que je crois que j'ai dû commencer à faire les premières applis PHP en 4 quelque chose, avec du Postgres 6.4 aussi. Ça commence à faire beaucoup de temps. Je suis également auteur d'un petit framework dont le but à terme est de remplacer tous les ERM, en PHP en tout cas, qui s'appelle POM. Et donc je vais vous parler du comment faire du NoSQL dans le SQL. Alors, on ne peut pas aborder un sujet comme celui-là sans parler forcément de l'affrontement qui existe maintenant depuis une dizaine d'années entre le SQL et NoSQL. Que se cache-t-il derrière ces deux bêtes? Alors, en fait, pour la petite histoire, le NoSQL, c'est pas ce qu'on pourrait penser, ou du moins pas ce que la majorité des gens pensent. C'est un espèce de grand fourre-tout, parce qu'au début des années 2000, il y a des gens qui se sont dit, nous on a des gros systèmes avec des bases de données en SQL, et ça ne marche pas pour tous les trucs. Donc ce serait intéressant de pouvoir backer des supports de données derrière, qui soient des compléments de notre système relationnel principal. Donc du coup, ils ont créé un acronyme qui était Not Only SQL, qui était de dire, c'est intéressant de pouvoir avoir d'autres supports de données. Ça s'est rapidement transformé en NoSQL, ça veut dire, non, nous on ne veut pas de SQL du tout. Alors, ceux qui pensent que NoSQL, ça veut dire on ne veut pas de SQL du tout, est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait du LDAP ici? Ben voilà, vous êtes les pionniers du NoSQL. Forcément. En fait, tout vient de ce truc-là. Alors ça, c'est le graphe, vous allez trouver, vous tapez cap théorème dans Google Images, vous trouvez des milliards de trucs comme ça, qui consistent à dire, je dois faire un compromis entre la cohérence, la disponibilité et la scalabilité. Donc, grosso modo, vous en choisissez deux, vous choisissez votre camp en disant, moi, de toute façon, j'ai besoin d'aller très vite, j'ai besoin que mes données soient persistées absolument, j'ai pas le droit de perdre de la donnée, j'ai besoin de garder de la cohérence et donc de la structure entre ces trucs-là. Alors, si on met ça en face de SQL, puisqu'on est NoSQL contre SQL, qu'est-ce que c'est que SQL? On peut se poser la question aussi, d'un autre côté. Et de se dire, SQL, c'est un langage qui est vieux, qui est un langage de requête, déclaratif, ça c'est intéressant, c'est la mode en ce moment avec la programmation fonctionnelle par exemple, fortement typé, qui lit, regroupe, filtre, projette des ensembles de tuples, de nuplets. Les moteurs de base de données relationnelles qui utilisent SQL sont acides, ça veut dire qu'ils garantissent l'atomicité, la cohérence, l'isolation des transactions et la durabilité. Quand une base de données relationnelle vous rend la main, normalement, votre base de données est cohérente, les données sont enregistrées, les index sont à jour. On définit les données par contrainte, c'est pour ça, c'est fortement typé, et logiquement, on doit utiliser les formes normales pour pouvoir stocker ces données et faire en sorte que votre application, la structure de l'application, puisse traverser les âges sans démentir, en respectant son contrat. Donc les formes normales, on en parle ici, c'est de dire, alors il n'y a qu'une seule primary key, les données sont présentes qu'une seule fois dans la base, tout est une histoire de liaison, voilà, je vous invite à lire encore une fois l'article de Wikipédia sur la question. Il y a au moins 3 formes normales, et il y en a plus encore après. Donc le but du jeu, c'est de dire, je ne dois pas avoir de données redondantes, parce que comme ça, quand je mets la donnée à jour, elle est mise une fois à jour, et normalement toutes les liaisons sont automatiquement mises à jour. Donc je n'ai pas de synchronisation à faire pour maintenir des données d'un bout à l'autre de la base de données. Et ça doit garantir la cohérence de mon système de données. L'inconvénient de ce truc-là, c'est que si c'est pratique pour écrire, c'est moins pratique pour lire, parce que très souvent, je vais me retrouver avec des données qui sont éclatées. Donc du coup, il faut que je fasse énormément de jointures et des grands écarts pour pouvoir rassembler des données dans des structures métiers.
Du coup, c'est une affaire d'organisation complexe, donc il y a du jus de cerveau derrière ça, et la réorganisation de ce truc-là, elle est difficile. Alors ça, c'est un problème, parce que ça veut dire que, grosso modo, à partir du moment où on a établi le schéma de base de données, ça veut dire le faire évoluer, c'est difficile, et si on s'est trompé, c'est difficile aussi. Alors, comme chacun sait, un plan ne se passe jamais comme prévu. Donc, ça veut dire que quand on a organisé la structure de base de données, on se retrouve avec, un bout d'un moment, des bouts de schéma qui doivent changer et des structures qui doivent changer. Ça veut dire que, typiquement, vous allez retrouver dans les bases de données d'applications legacy des cases téléphone 1, téléphone 2, téléphone 3. 99,9% des téléphones 3 de l'application sont vides, il y a 2 gars qui ont un téléphone 3. Il fallait le stocker, du coup voilà. Alors ça mène à un truc intéressant, quand vous reprenez les applications legacy, c'est des applications où on se retrouve avec des tables qui ont plus de 120 colonnes. Quand on arrive, elle sert à quoi celle-là? Alors oui, alors le nom de celle-là, alors au début elle est utilisée pour ça, finalement on l'a réutilisée pour un autre truc parce qu'on a fait un jeu concours il y a 6 mois. Et là, alors le truc le plus cool que j'ai vu, c'est les gars, ils ont quand même créé une deuxième table derrière, genre underscore bis. Et s'ils n'avaient pas la donnée qu'ils voulaient en fait de champ la première table, eh ben ils faisaient une relation avec un ORM, c'est facile, genre hop, file-moi, et hop, on retrouvait les données qu'il n'y avait pas. C'était pas mal. Donc ça, c'est un vrai problème. Alors, face à ce problème-là, on est tenté, on est même vigoureusement tenté de dénormaliser nos données, pour plusieurs raisons. On verra pourquoi. Donc, de faire ce qu'on appelle l'apologie du tas. Il n'y a rien de plus pratique, le tas c'est pratique, en plus très souvent le tas ça fonctionne par ordre chronologique, on peut remonter le temps en enfonçant plus la main dans le tas. C'est assez pratique. Pourquoi on veut dénormaliser? Parce que, premièrement, on veut accélérer les lectures. Moi ce qui m'intéresse, c'est des objets métiers, donc des choses qui sont regroupées en fonction du besoin métier. Si vous êtes allé à la conférence de William Durand hier, vous savez qu'il faut vous placer du côté du client, et par conséquent, ça veut dire que moi, je me moque en fait de savoir que c'est compliqué tout ça. C'est pas le serveur ni la structure de base de données qui va m'imposer ce que je dois afficher ou le service que je dois rendre. Donc du coup, si je veux que ce soit rapide et puis pouvoir agréger et pouvoir créer les structures complexes dont j'ai besoin pour le métier, je suis tenté de dénormaliser pour pouvoir accélérer les lectures. Alors, c'est un buzzword, alors je n'ai pas distribué des grilles de bullshit loto, mais CQRS, en fait, c'est un concept qui est assez intéressant dans ce principe, c'est de dire on doit pouvoir traiter la lecture et l'écriture de 2 façons différentes. C'est-à-dire que le principe va très loin chez eux, ils ont un event store, donc du coup ils ont des bases de données différentes qui sont capables l'une de servir l'écriture et l'autre la lecture. Comment est-ce qu'on peut faire humblement avec une base de données et comment est-ce qu'on peut faire que ça marche sans forcément avoir un Hadoop à la maison, quoi. Le besoin, je reviens là-dessus, parce que j'ai oublié de troller, c'est con, je l'avais préparé. Le besoin par rapport à ça, alors j'ai assisté à pas mal de conf NoSQL, et l'argument massu qui revient, alors ça c'est un peu énervant, c'est de dire, quand on est coincé avec une forme normale, grosso modo, si on a besoin d'avoir une colonne en plus, on est obligé de faire un mail au DBA qui va réfléchir pendant 1 semaine, savoir si oui ou non il peut changer le schéma, comment on déploie ça en prod, comment on refait les index. Et du coup, entre le moment où on demande d'ajouter une colonne et le moment où ça se passe, il se passe 1 semaine. Donc ça, c'est typiquement le cas qui arrive quand on fait des grosses applications Java et qu'on ne connaît pas son voisin et qu'on travaille avec Oracle, donc de toute façon, sans l'aval du DBA, c'est mort, hein, pour rajouter une colonne, oula. Donc du coup, les gars nous disent, enfin, on va pouvoir utiliser du NoSQL et reprendre plaisir à utiliser des bases de données. Quand même. Qu'est-ce que Postgres peut faire pour nous en termes de dénormalisation ou, au contraire, de données compliquées? Le premier, il y a des types spécialisés. Des tableaux, on en parlera, des documents, des attributs, des types composites, et en fait plein d'autres types. Parce que des types, ça fait partie de la norme SQL. Donc on peut limite en créer. Alors, qu'est-ce que PostgreSQL peut faire pour nous? En fait, ça aurait dû être le vrai titre de la conférence, c'est-à-dire, grosso modo, aujourd'hui, si on veut dénormaliser les données, si on veut pouvoir les traiter, qu'est-ce que ça peut faire pour nous? Bon, le titre était un peu racoleur, je l'accorde. Alors, bon, je vous les passe tous les 3 d'un coup. En termes de dénormalisation, puisqu'on dénormalise pour la lecture, c'est extrêmement important de penser à l'indexation.
Et c'est extrêmement important aussi de proposer ce qu'on appelle des espèces de caches dynamiques. Alors ça, c'est des choses qu'on va aborder, peut-être pas les index full text, mais c'est juste pour en parler et de dire on est capable de faire du full text dans une base de données relationnelle, c'est pas uniquement l'apanage d'index asynchrones qu'on peut mettre à côté, qui sont eux très spécialisés. Là, on a d'autres index, on verra ça tout à l'heure. Alors, je vais vous parler en premier lieu, qui a déjà utilisé les tableaux en SQL? 2, 3, 4 et demi. Alors, les tableaux. Voilà. Ouais. Alors, c'est un poil plus compliqué qu'en PHP, je vous l'accorde, parce qu'il faut mettre deux points quelque chose quand on le met comme ça, mais quand on le définit dans une table, bah, le truc, il va savoir que c'est un tableau de ça. Il est fortement typé, il faut quand même lui dire ce que c'est, quoi. Donc ici, j'ai défini un tableau de 4 int. Alors vous allez me dire, ah, c'est super, on peut faire la même chose en sérialisant une string avec des trucs dedans, grosso modo faire ça. Oui, mais je ne peux pas rajouter directement à l'aide d'opérateur des éléments dans mon tableau. Ici, ce n'est pas un problème. Du coup, c'est pratique pour les mises à jour. Bon, en fait, ça sert peu. Chercher dans un tableau, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Ou ici, je dis, est-ce qu'un des éléments de mon tableau contient 2? Et la réponse, tenez-vous bien, c'est vrai. Un T, ça veut dire true, en fait. Donc ici, j'ai ça. Alors, il y a des trucs qui sont intéressants. Je peux éclater un tableau. Alors ça, c'est extrêmement pratique, éclater un tableau, parce qu'à partir du moment où on est en SQL, on est dans du relationnel, on travaille avec des ensembles, avec des tuples. Donc du coup, ça peut m'arriver de pouvoir prendre des ensembles, des tableaux, et puis de dire, ah mais moi, c'est les valeurs qui sont dans le tableau qui m'intéressent, et je vais pouvoir faire des traitements dessus. Donc du coup, j'éclate mon tableau, et je me retrouve avec, à chaque fois, un set sur lequel je peux faire des opérations ensemblistes. Je peux faire l'inverse, à savoir, je peux agréger ce forme de tableau. Donc ici, j'agrège un set. Donc on voit, j'ai values 1, 2, 3, 4, donc j'ai un set de 4 tuples de 1 élément, qui sont des int, et ça, je les agrège, et du coup, ça me donne un tableau qui contient 1, 2, 3, 4. Alors ça, c'est assez pratique, je vous ferai un petit exemple à la fin, parce que des fois, ça peut valoir le coup, quand on a des ensembles, de pouvoir agréger par ligne un certain nombre de données qui sont relatives, et de les mettre dans un tableau, et de les trimballer avec nous. Alors, à titre d'exemple, j'ai créé gentiment pour vous un tutoriel que je ne vous invite pas à suivre là en direct, mais on va pouvoir le suivre comme ça. C'est de dire, benoîtement, j'ai une table qui contient des ordinateurs, c'est-à-dire je suis responsable d'une baie. J'ai des hosts avec un hostname et un tableau qui contient des interfaces qui, vous le voyez, est de type inet tableau. Alors inet, c'est en PostgreSQL le type adresse IP. Donc c'est très pratique parce que du coup on a des opérations, on peut valider des submasks, on peut valider des choses, et il va nous jeter si on lui donne une adresse IP qui n'est pas valide par exemple, rien que ça c'est pas mal. Ici donc du coup je peux lui dire, est-ce que une des interfaces, trouve-moi toutes les machines, dont au moins une interface fait partie de ce sous-réseau là. Alors vous voyez le supérieur, c'est l'opérateur pour les types inet pour appartenir à un sous-réseau. Donc ici, autant vous dire que j'ai pioché large, hein, /8, ça laisse pas mal de machines. Mais du coup, le truc me répond, il me dit, tiens, voilà le hostname, et voilà l'ensemble des adresses IP, donc on voit bien le tableau, avec à chaque fois 2 adresses IP, qui contient forcément une des adresses et sur le masque de sous-réseau demandé. Donc, bon, ça, on peut commencer à imaginer qu'on peut faire plein de trucs avec ça. Alors, il y a des limites, forcément, parce qu'on dénormalise. Donc quand on dénormalise, on perd les avantages, on n'a pas de contraintes, enfin pas facilement, on n'a pas de clé étrangère, donc du coup, attention, parce que ça veut dire qu'on peut mettre en danger la cohérence de notre schéma. En même temps, c'est normal, on est quelque part en train de dénormaliser. Donc il ne faut pas être surpris. Alors les gens attendent d'avoir des clés étrangères dans les tableaux, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Alors, on a travaillé ce matin sur les images. Type clé-valeur, hashtor. Alors, ce qui est bien dans les types clés-valeurs, c'est que normalement, on peut mettre à peu près tout ce qu'on veut. En l'occurrence, ici, on peut mettre des strings. Alors, vous voyez que la syntaxe des tableaux clés-valeurs est foncièrement différente de celle en PHP, surtout l'opérateur égal supérieur, qui associe les clés aux valeurs. Pour rien vous cacher, le convertisseur de pommes fait un eval de ce truc-là en rajoutant array autour, pour convertir ça en tableau associatif. C'est pour ça que j'aurai jamais de médaille d'or dans Sensio Labs Insight. C'est malheureux. Du coup, on définit à l'aide de la fonction hashtor un tableau associatif clé-valeur. Alors, ça ne peut prendre que des strings, on verra ça après. Et ici, voilà, je suis très content d'avoir créé un tableau clé-valeur. C'est également beaucoup plus difficile qu'en PHP, comme vous pouvez le constater. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de bien avec ce truc-là? Je vous ai pris exprès un exemple de la vie pratique.
de dire, en fait c'est un camarade de jeu qui a pensé, qui a dit « Ah mais c'est génial, parce que quand on a une application i18n, on peut mettre les traductions par exemple dedans. » Waouh, comment ça nous a épargné plein de jointures ce truc-là. Parce que du coup, au lieu d'avoir une table i18n qui contient des traductions de labels, eh ben, on peut mettre ça directement sous forme d'un hashtore avec comme clé la culture. Donc ici, par exemple, j'ai une colonne qui s'appelle label i18n qui contient les traductions de labels de je ne sais quoi, apparemment d'outillage. Et je prends la traduction française, que je renomme en tant que label pour le coup, et je prends ensuite un ensemble d'attributs qui sont un autre hashtore, comme on peut le constater en dessous. Et je fais un where sur lequel je dis, moi je ne veux que les outils qui ont un attribut qui s'appelle longueur centimètre, où la longueur centimètre est supérieure à 19, alors vous voyez que je suis obligé de caster ça en integer pour pouvoir faire le supérieur dessus, parce que forcément c'est que des chaînes de caractères à l'intérieur, et que l'attribut contient un cruciforme, il y a un des attributs qui soit cruciforme, et que cruciforme est vrai. Enfin en l'occurrence faux, parce que j'ai mis notcast de machin, ce truc-là. Donc ça me sort un outil qui s'appelle autre tournevis en français, et qui possède évidemment cruciforme qui vaut 0 et longueur centimètre qui vaut 20, donc qui est supérieur à 19. Donc on voit ici qu'on est capable d'une part de stocker des ensembles clés-valeurs, mais en plus de pouvoir faire des requêtes dessus. Alors, bon, en même temps c'est des Russes qui ont fait ça, donc ils sont allés jusqu'au bout de leur truc. Il y a même des opérateurs qui permettent, par exemple ici, de récupérer un hashtore et de le retransformer en mode ensembliste, c'est-à-dire grosso modo de dégager les paires clés-valeurs. Donc ça vous donne des tuples que vous pouvez éclater avec par exemple le point key, le point value à chaque fois pour récupérer soit la clé soit la valeur, puisque c'est un tuple, vous pouvez l'accéder comme ça. Et du coup ici j'affiche à chaque fois mon autre tournevis avec ces différents attributs sous forme d'ensemble. Alors, bon, évidemment, on voit tous les avantages de ce genre de choses. Alors, on peut faire plein de trucs. Alors ça, c'est intéressant parce que du coup, on se retrouve à dire, bah ouais, mais mon téléphone 1, téléphone 2, téléphone 3, ça, c'est plus un problème maintenant, c'est pas faux. On peut gérer des tags, juste de dire, bah ouais, moi j'ai des tags, ou j'en ai pas, ou je peux avoir des valeurs avec, pourquoi pas. Et en fait, c'est très intéressant pour tout ce qui est notion d'attribut. Très souvent, vous stockez en base de données des entités qui ont des caractéristiques qui sont intéressantes en relationnel, parce que du coup on fait de la cohérence dessus, on fait ce genre de choses, mais ils ont aussi des attributs qui peuvent être utilisés pour classer des catalogues, pour la taxonomie, pour ce genre de choses, qui du coup, il y a des produits qui en ont, il y a des produits qui en ont d'autres, la télé, on va mesurer les trucs en diagonale, les amplis, on va utiliser la puissance en watts, par exemple, ce genre de choses. Alors quand vous avez un magasin ou des catalogues, vous pouvez avoir énormément de produits qui vont avoir des attributs différents, pourtant vous les stockez tout ça dans la même table. Alors ça c'est un problème. Hashtore nous permet de résoudre ce truc-là. Le défaut, c'est qu'il n'y a pas de typage, tout est en string, et ça contient que des valeurs scalaires. En même temps, il n'y a pas de type, donc tout est en string, c'est que des valeurs scalaires. Document. Alors bon, il fallait trouver une illustration de document, je suis désolé. En même temps, ça passe partout, hein. J'aurais pu la mettre sur hashtore, ça passait aussi. Alors, en fait, je suis allé vite, on passe de la Joconde au XML en même temps. Il faut que vous sachiez qu'on vous ment. Le standard SQL 2003 introduit la notion de type XML, donc de Document Oriented Store en SQL depuis 12 ans. En même temps, je soupçonne Oracle d'être derrière ça. Du coup, vous avez dans Postgres le support du SQL et vous pouvez faire des requêtes XPath en SQL. Ne sautez pas de joie, moi aussi ça m'a fait ça. Une fois le petit moment de dégrisement passé, vous retrouvez votre santé mentale et vous dites, bon, il y a quoi d'autre? Et du coup, on n'en parlera pas. Vient juste après. Alors ça, c'est un truc, va savoir pourquoi le support de XML en 2003 n'a fait absolument aucun buzz. Par contre, celui de JSON, ça a fait beaucoup de bruit, alors qu'au début, il n'y avait quand même pas grand-chose. Mais, alors, en plus, il y a deux types JSON. Alors aujourd'hui, c'est JSON binaire, parce que les gars, ils font la course à la perf avec MongoDB, genre, oh, maintenant, on arrive à être plus rapide, ça va super. Donc ici, on retrouve la même requête que tout à l'heure. J'ai fait exactement la même requête. Je l'ai prise et je crée un ensemble à partir de cette requête avec mes hostnames et mes interfaces sur le subnet 10.0.0/8. Et du coup, je mets tous les hosts qui correspondent à cette requête, je les mets dans un ensemble que j'appelle wide address host. Et en dessous,
je prends un row to JSON de ce wide address host, avec la fonction row to JSON. Ce truc-là me retourne ça. C'est-à-dire que grosso modo, je peux prendre n'importe quelle requête, je fais un row to JSON de ma requête, et bien ça me sort du JSON du résultat de ma requête. Alors, il y a des malins qui ont fait un module pour, comment ça s'appelle là, ce serveur Nginx, où il y a directement marqué les URL, et puis en dessous on marque la requête SQL, et c'est Nginx qui fait la requête SQL, alors il n'y a plus qu'à rajouter row to JSON, et puis on a une API. Ah oui, j'ai pas dit que je ne parlerais pas de PHP, au fait. Manipuler du JSON. Alors, manipuler du JSON, c'est grosso modo pareil. Alors, j'ai repris la même requête que tout à l'heure. Donc, je prends mes hosts qui correspondent au subnest. Je crée un wide address host avec. Ensuite, je fais un JSON host. C'est-à-dire que, grosso modo, je traduis le résultat de ma requête précédente en JSON. Avec la dernière requête, je fais exactement le contraire. J'extrais le hostname. J'extrais depuis les interfaces, puisqu'interface c'est un tableau JSON. Je ne sais pas si vous vous souvenez du résultat set avant. On voit bien qu'ici, mes interfaces sont dans un tableau. Il y a un crochet. Donc ici, à partir des interfaces, je récupère le premier élément, l'élément 0, du tableau. Vu que de toute façon mes hosts vérifient 10.0.0/8, il y en a au moins, c'est sûr. De ce truc-là, et je le renomme from JSON, et ça me retourne, ben, ça. Donc ici, bon, on voit comment, alors, il y a une petite subtilité où quand je fais juste flèche, en fait ça récupère un élément de JSON. Si je fais flèche avec le double truc, ça me ramène l'élément sous forme de texte. Donc quand je le ramène sous forme de texte, c'est facile à afficher. On le voit ici, les adresses IP sont ramenées sous forme de texte, alors que le hostname il est ramené sous forme de JSON. C'est pour ça qu'il a les doubles côtes autour. Du coup, voilà, c'était juste pour vous montrer cette subtile petite différence qui fait quand même, quand vous essayez, ça vous évite de perdre un petit peu de temps. On peut même extraire des sous-parties de JSON. Alors ça, c'est intéressant, parce que des fois, vous récupérez des gros bouts de JSON qui sont stockés dans vos tables, et vous voulez pouvoir en extraire des parties qui correspondent à différentes parties de votre réponse, par exemple. Donc ici, vous voulez pouvoir dire, bah, récupère-moi, par exemple, l'élément A, enfin l'élément B qui est dans l'élément A, donc ça veut dire d'abord l'élément A, puis l'élément B, donc je peux le préciser directement comme ça, et ramène-moi tout ce qui correspond à cette paire de clés-là, cette combinaison de clés-là. Et le truc nous retourne, ben, A puis B, ben, ça me donne l'élément, comment dire, le document qui est ça. Donc on a vraiment des opérateurs JSON directement en SQL. Alors, bon, JSON, je ne vais pas vous faire l'apologie de JSON. Qui n'a jamais utilisé JSON? Je pose la question dans l'autre sens. Merci. Donc, structure souple, structure imbriquée. Par contre, c'est un truc qui est cool, c'est que, comment? C'est indexable. Et ça, c'est cool. On en parlera un petit peu après. Défauts, les mêmes que ceux de HTOR. D'ailleurs, c'est les gars qui ont fait HTOR, qui ont refait JSON-B, parce que, comment? Ils voulaient aller plus vite que Mongo. Voilà. Pas de type, pas de contrainte. Là encore. Les types composites. Alors évidemment, quand je parle de type composite, vous voyez instantanément un bonhomme en noir et blanc qui fait ça. Et c'est normal. Parce qu'on a l'impression que c'est un truc hyper technique. Et je ne vais pas vous rassurer, oui. En fait, les types composites, vous pouvez créer des types dans Postgres. Et même mieux, j'ai une bonne nouvelle pour vous, vous le faites sans le savoir. Parce que dans Postgres, quand vous créez une table, en fait, Postgres est suffisamment malin pour vous créer automatiquement un type composite qui correspond à la définition de la table que vous venez de faire. Donc, si jamais vous créez une table A, vous pouvez créer une table B avec une colonne de type table A. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Ça veut dire que je peux faire cette requête. Ça, c'est du SQL tout à fait valide. Select host from host. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il me sort tous les éléments de host, ouais, mais avec une seule valeur, qui est un type composite de type host. À quoi ça peut bien servir? Alors, du coup, je vous ai fait une série de petites requêtes poilues, parce qu'il n'y en avait pas assez au PHP Tour, en même temps, c'est normal. Pour vous dire, mais regardez, ici, je peux faire un select d'un blog post, donc title, le slog, et puis author as author, avec une jointure sur author. Et du coup, il va me sortir juste une colonne author, avec dedans le type composite de l'auteur qui est associé à mon blog post. C'est l'art de faire un petit peu de l'ORM directement en SQL, en fait. Je fetch une relation, c'est considéré comme une valeur. Si vous utilisez POM, en plus, il sera converti en objet author. On peut faire l'inverse.
Et là, on va retrouver notre copain l'agrégateur sous forme de tableau, qui dit, bah, si jamais j'ai un auteur, je peux retrouver tous ces blog posts et les agréger directement avec un array ag. Et du coup, ça va me donner un tableau de blog comment. Alors, en l'occurrence, ce serait blog post ici. Mais... Où, par exemple, là, je récupère tous les commentaires d'un auteur. Donc, je les récupère, je les agrège sous forme de tableau, et soudainement, comments devient un attribut de mon blog auteur qui contient un tableau de comments. Alors, la question que tout le monde se pose, c'est qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de tout ça? Parce que ça a quand même l'air vachement bien, donc c'est forcément hyper dangereux. Et c'est ça qui est bien. C'est un indice pour les téléspectateurs, je ne le vois pas. Alors, dénormaliser, en fait, c'est facile et ça coûte cher. Ça coûte cher parce que, comme vous avez pu le voir, ça crée tout de suite des requêtes qui sont assez compliquées. En forme normale, on reste à la pépère, on a des jointures, on fait notre select, on n'a pas des opérateurs avec des flèches, dièse, machin, truc, tout ça. On dirait du Perl, pour vous dire. On va se retrouver à vouloir ramener, par exemple, sur des grands volumes de données, des choses qui sont carrément complexes. Quand vous faites des API REST, du coup, vous vous retrouvez avec du JSON, imbriqué dans du JSON, à pouvoir envoyer, enfin, c'est des objets qui sont souvent très complexes. Et vous pouvez dire, ouais, mais attends, on n'a qu'à mettre des index. Alors, il faut savoir que les index, c'est bien, ça a un coût, comme tout, ça s'appelle un compromis. C'est de dire, ben, un index, ça accélère la lecture et ça ralentit l'écriture. C'est forcé, puisqu'à chaque fois que vous écrivez, il faut mettre à jour les index. Et le truc, il vous rend la main que quand les index sont à jour. Ah. Donc la solution de mettre des index partout n'est pas bonne. Je vous le dis. Pour ça, alors je crois que c'est depuis la 9.3, il y a un truc qui s'appelle les vues matérialisées. Si vous allez voir le blog d'un gars qui s'appelle Martin Kleppmann, qui fait partie de la fondation Apache, là, il fait du Hadoop. Ils sont à fond avec les architectures orientées événements. Et donc, du coup, les gars, ils disent, mais il faut qu'on dématérialise les données, les structures, parce qu'en lecture, on a besoin de vitesse. Alors ça, c'est extrêmement intéressant, la vue matérialisée. Pourquoi? Parce que tout d'un coup, je peux faire ma requête compliquée. Ma requête compliquée, la dernière en date que j'ai faite pour un vrai projet, d'un vrai site web sur lequel il y a du monde, c'est 8 unions sur des tables qui font certaines plus de 2 millions d'enregistrements. Au début de la requête, je crois que c'est la première fois que je voyais un plan d'exécution dont le coût s'estimait en milliards. Postgres me l'a donné. Je n'ai pas attendu la fin de la requête. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On crée des vues qui correspondent à nos recherches, qui correspondent à ce qu'on a besoin de faire, et ça, il va nous créer une vue matérialisée. Une vue matérialisée, c'est une vue où les données existent, pas vraiment pour de vrai, je ne peux pas insérer dedans, c'est pas comme une table, mais une fois que j'ai fait la requête et que la vue est créée, dès qu'on tape dessus, ça ne refait pas la requête derrière. Les données sont là. Donc j'ai créé une espèce de cache, lâchons le mot, cache, sur lequel je retrouve ici la petite requête que j'ai faite tout à l'heure avec mon Wiz, avec mes hosts, et je crée une vue matérialisée. Ça me crée juste une vue comme une vue, quoi. Et en plus, c'est moi que je décide quand est-ce que je refresh la view. Ça, c'est hyper intéressant. Ça veut dire que, vu les données qui sont dedans, je vais pouvoir décider que si je la mets à jour, la requête met 38 secondes, si je la mets à jour à minuit, c'est pas grave. Les données sur lesquelles je tape, elles sont froides, elles changent peu. Par contre, ça m'épargne les 8 unions avec machin. Du coup, j'ai effectivement un autocomplete sur le site qui met 8 millisecondes en moyenne, au lieu des 38 secondes, à répondre. Et du coup, c'est un autocomplete qui marche. Parce qu'un autocomplete à 38 secondes, c'est chiant. Surtout quand les gars continuent à taper des lettres, que ça relance des queries à chaque fois. Ils ont coulé le site le premier coup. Deuxième bonne nouvelle. C'est indexable. Et ça n'a pas de prix. Parce que là, du coup, on s'en fout, les écritures. Enfin, on s'en fout, oui. Refresh Material View, ça relance la requête et ça rafraîchit la vue matérialisée. Depuis la 9.4, il y a un truc qui est encore plus cool, parce que le problème de ça en 9.3, c'est quand vous faites ça, du coup, la vue matérialisée, elle est loquée. Du coup, pendant les 38 secondes, tous les trucs qui essaient d'accéder à ce truc-là, ils attendent. Du coup, sur 38 secondes, j'ai créé un nœud de trafic. Dans la 9.4, il y a un concurrently qui permet de dire, OK, au lieu de faire 38 secondes, du coup, ça va faire 1 minute.
Ça va faire 1 minute, mais je peux quand même continuer à lire ce qu'il y a dedans. Alors autant vous dire que ça c'est bien. Alors, puisqu'on en est là, est-ce que vous avez déjà entendu parler des index? Vous pouvez dire oui, en fait, c'est la bonne réponse. Hein. Enfin, j'espère. Alors, si vous voulez en savoir plein de trucs sur les index, je vous indique immédiatement le bouquin de Marcus Winand sur SQL Performances, qui est une mine d'or en 150 pages, sur comment fonctionnent les index, comment il faut les mettre, pourquoi il y a un ordre dans les index composites, comment ça marche, comment indexer des likes, comment les likes peuvent ne pas être indexés, enfin, voilà, ce genre de choses. Les index B-tree, c'est ni plus ni moins qu'un arbre sur lequel on a des données qui sont normalement triées, et du coup à chaque fois il dit moi je cherche l'indice numéro 1800. Ah 1800, il est compris entre ça et ça, oui, et du coup l'arbre clac clac clac, et enfin on tombe sur la bonne donnée. On se retrouve avec grosso modo une complexité du type log de n, un truc comme ça, ce qui fait que c'est intéressant, parce que log de n, ça veut dire que quand on est avec des millions d'enregistrements, en 6 coups, on se retrouve sur notre donnée. Alors, autrement dit, c'est intéressant. C'est mieux que de parser le million d'enregistrements. Alors ça, c'est les index de type B-tree, R-tree. Eux, ils fonctionnent avec les opérateurs égal, supérieur, inférieur. Et du coup, il est capable de se propager dans l'arbre. Alors ça, du coup, c'est extrêmement intéressant pour les entiers, c'est intéressant pour tout ce qui est comparable. Alors, les Russes ont refrappé sur ce coup-là, et je crois que ça, c'est quelque chose qui a été développé à la demande d'Overblog, qui sont très très clients de Deltasoft en Russie, qui sont des contributeurs majeurs de Postgres. Et ils ont créé des index différents. Alors, je ne vais pas vous expliquer comment ça marche, je vais juste vous lâcher des buzzwords parce que je l'ai lu dans la doc, ça fonctionne avec des algorithmes génétiques. Autrement dit, c'est compliqué. Toujours est-il que eux, ils ne font pas supérieur, inférieur, égal, eux, ils font recouvrement. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ça, recouvrement? Recouvrement, c'est hyper bien, parce que d'une part, ça permet d'indexer tous les types géométriques de Postgres, cercle, point, ce genre de choses, qui existent, mais en plus, ça permet d'avoir un truc qui est top de la balle bien, qui s'appelle PG Trigram, qui est développé par Deltasoft aussi, qui permet de prendre n'importe quelle chaîne de caractères et de la décomposer en triplets de lettres. Et donc du coup les gars ils disent tiens ta chaîne, hop j'ai tant de triplets, et eux ils utilisent Gin et Gist pour calculer le taux de recouvrement de ce triplet sur les chaînes que vous leur avez demandé. Et tout d'un coup quand vous utilisez ça, il est capable d'indexer les likes pour cent quelque chose pour cent. Puisqu'il s'en fout après de l'ordre dans lequel se trouve le truc. Lui, il va fonctionner avec un taux de recouvrement. Du coup, comment vous faites pour avoir de l'autocomplétion sur des millions d'enregistrements? Vous utilisez PGTRGM, qui est une extension de Postgres. Et ça, c'est hyper bien. Alors, il y en a un, et c'est un petit peu différent. Il y en a un qui est plus rapide en lecture, l'autre en écriture. Ça dépend, voilà, ça dépend du temps qu'il fait. Pour finir, les vues matérialisées, c'est bien. Mais quand est-ce que je sais qu'il faut que je change ou que je refresh ma view? Eh bien, en fait, pour ça, alors c'est un mot magique dans la communauté PHP depuis quelques années, je ne citerai pas de nom. Il y a un event dispatcher dans Postgres, asynchrone. Ça veut dire que dans votre programme, vous notifiez Postgres que vous avez fait un changement. Par exemple, ici, j'ai fait un changement dans la table host. Donc je l'indique. Le protocole, c'est moi qui l'ai décidé. Hein. Je peux faire notify pika, point virgule, entrée, quoi. Truc. Ceux qui font un listen pika recevront un mail dire ah mais il y a quelqu'un qui a notifié pika. Oh, cool, ok. Mais on peut également, depuis le 9.1, lui passer un data payload. Alors automatiquement, on pense à lui filer un JSON. On pense à lui filer un JSON qui contient, grosso modo, ce que j'ai changé, un patch, enfin, ce que vous voulez, ce que vous décidez. Du coup, ici, quand sur mon autre session, j'ai un batch qui tourne, qui est derrière, qui écoute, lui, il est chargé d'écouter tous les changements, par exemple, un truc comme ça. Il faudrait le faire dans l'autre sens, du coup. Et quand il fait listen de ça, il va se retrouver avec une notification, listen, ça a pris 354 microsecondes. J'ai reçu une notification asynchrone qui s'appelle host.change avec le payload suivant. Du coup, je suis capable de recevoir les données qui m'intéressent, par exemple de pouvoir invalider un memcache. Par exemple, de pouvoir, je ne sais pas moi, notifier une file de messages RabbitMQ du changement, faire ce qu'on veut. Du coup,
est-ce qu'on est toujours dans cette guéguerre NoSQL versus SQL? Je ne vous cacherai pas que la guéguerre existe qu'à partir du moment où il y a des gens qui ont décidé que ça valait le coup de faire payer des migrations de SQL vers autre chose. Mais les deux mondes ne sont pas incompatibles. Après, ici, ce qui est dit, c'est que la base de données, elle vous garantit ACID. Ça veut dire qu'elle ne vérifie pas l'ensemble du CAP théorème. Si jamais vous me parlez de... comment ça s'appelle là? On découpe les données, on fait du sharding, en base de données relationnelle, c'est juste une misère. Dans ce cas-là, utilisez autre chose si vous avez besoin de ça. Et là, vous avez des outils qui sont adaptés. Si vous voulez pouvoir fonctionner rapidement sur des clusters qui sont élastiques, bon, ben, vous avez des outils qui sont adaptés sur ce genre de choses. Après, vous avez d'autres compromis à faire. Mais si c'est juste une question de dire, moi j'ai besoin de pouvoir avoir de la flexibilité et dénormaliser mes données, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Donc le débat, il n'est pas là où on pense. Si jamais, de surcroît, la persistance de vos données n'est pas quelque chose qui vous intéresse plus que ça, ce qui est grosso modo le choix que vous faites à chaque fois que vous utilisez une base de NoSQL, de dire, ben moi, si je débranche la machine qui est derrière, oui, j'ai perdu des données. Celles qui sont dans le buffer, qui ne sont pas persistées sur le disque. Certaines bases NoSQL, d'ailleurs, disent qu'elles ne sont que volatiles, et très bien. Voilà, c'est juste une question de connaître le compromis qu'on est en train de faire. Vous pouvez néanmoins faire la même chose avec Postgres, en changeant ce paramètre-là dans la conf. Grosso modo, qu'est-ce que ça dit à Postgres? Ça lui dit, plutôt que de checker toi-même que la donnée a été persistée sur le disque, ce qui est extrêmement long, eh ben, tu la files au noyau, et c'est au noyau de gérer ce truc-là. Et à partir du moment où on l'a laissé à ça, vous multipliez vos perfs en écriture par 1000. Par contre, si vous débranchez derrière, le noyau, il n'a pas f-synké le truc parce qu'il le fait 3 fois par seconde, un truc comme ça. Donc vous perdez 300 millisecondes de données. Et 300 millisecondes de données, ça peut vouloir dire des choses transactionnelles. Donc là, du coup, vous n'êtes plus acide, mais vous êtes vite. Voilà, je vous remercie. S'il vous plaît, si vous pouvez juste penser à mettre des étoiles. Alors, il y a plein de gens à qui j'ai pas payé de bière hier, sachez que j'en suis bien désolé. J'ai négocié des étoiles. Bon, venez me voir, on peut s'arranger. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Il faut attendre le micro. Comment on peut, enfin, c'est pour rapport au type JSON, comment on peut indexer des clés, du coup, j'imagine. Si la clé pointe vers un entier ou vers un string, et que c'est le même nom de clé, comment Postgre il gère ce cas-là? J'ai pas compris la question. Tu veux dire si on a deux documents ouais. avec des clés identiques, ouais. Et des types en face qui sont différents. Il n'y a pas de type en fait dans le JSON. On peut avoir un entier ou un string. Ouais, mais c'est toujours une string en fait pour lui. Ok, bon, ça répond à la question. Du coup, c'est pour ça. Okay. C'est pour ça. On va se retrouver avec les mêmes problèmes que tout à l'heure. Tu as vu, j'étais obligé de caster les trucs en int pour pouvoir faire des comparaisons. Donc, en fait, si tu lui files ça, alors suivant JSON ou JSON-B, on ne va pas rentrer là-dedans, il y en a un qui va prendre la dernière clé, il dit bah, j'ai 2 fois la même clé, bon, je prends la dernière, t'avais qu'à faire gaffe. Voilà. Je bois un coup avant ta question, Gauthier. Je voulais juste te demander, par rapport aux vues matérialisées, tu nous as dit qu'on pouvait les rafraîchir manuellement, qu'on pouvait utiliser le système d'event. Est-ce qu'il n'y a pas de moyen que ce soit totalement automatisé, la synchronisation entre les tables d'origine et la vue matérialisée? Alors, ça dépend de ce que tu cherches. En fait, l'objectif de la vue matérialisée, c'est justement de ne pas être synchrone. Parce que sinon, tu pourrais utiliser une vue normale. Et du coup, à chaque fois que tu fais la requête sur ta vue, du coup, ça refait la requête qui est derrière. Du coup, tu perds l'avantage d'avoir mis en cache les données. Donc, du coup, en fait, c'est de dire la base de données délègue à l'utilisateur le soin de choisir la fréquence de refresh. Il n'y a pas de commande SQL qui va dire toutes les 8 secondes tu refresh, parce que comme tu es forcément dans une session. Oui, ok, mais en revanche, pour lier les modifications sur les tables dans lesquelles on sélectionne pour constituer la vue matérialisée au refresh de cette vue, là, il n'y a pas moyen de demander au moteur, pour une raison fût-elle mauvaise, de systématiquement rafraîchir la table dès lors qu'on va modifier la vue matérialisée, pardon, dès lors qu'on va modifier les tables. Ça s'appelle un trigger, j'en suis désolé. C'est pas de ta faute. Merci pour ta réponse. Très bien, je vous remercie beaucoup.